Bonjour à tous, je suis Cédric Dubard de Caniscience et vous assistez présentement à mon premier balado Soyons chiens et j'ai comme invité aujourd'hui Marie qui est avec moi et on va avoir une discussion très intéressante sur le toilettage comportemental. Alors, savoir un petit peu ce que c'est et distinguer le toilettage comportemental par rapport au toilettage un petit peu plus traditionnel. C'est quoi les différences principales, autant chez le chien que chez bon, les résultats au niveau du toilettage en général. Alors, pour commencer, j'aimerais ça savoir, Marie, euh, est-ce, qu'est-ce qui t'a, pourquoi tu es dans le toilettage comportemental? Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Un accident de voiture. OK. Un accident de parcours, en fait, dans le toilettage comportemental. Parce que autrefois, je faisais du toilettage classique. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans de façon classique. Puis, suite à un accident de voiture, j'ai bifurqué, en fait. Je me suis dit, si un jour je recommence, ça sera pas de la même façon, puis c'était pas avec la même conscience. Donc, j'avais, j'ai eu des gros impacts dans mon corps suite à l'accident, mais aussi au niveau cognitif. Puis j'ai dû faire de la réhabilitation pendant 7 ans. OK. Alors, ce qui m'a mis dans des situations où je me sentais en impuissance ou en résilience acquise, vulnérable, très, très vulnérable par rapport aux humains qui m'entouraient, par rapport à l'environnement, par rapport à mon corps, mon propre corps, la douleur aussi. Fait que ce qui a fait que j'ai compris à quel point l'animal peut se sentir pris lorsqu'il n'est pas compris, lorsque son langage n'est pas entendu, lorsqu'il ne peut pas exprimer son langage ou ses états émotionnels. Alors, je me suis dit, si un jour je reviens là-dedans, ça va être différemment, mais je ne savais pas comment. Puis, de fil en aiguille, une copine a ouvert un salon de toilettage et m'a demandé de l'aider. Et puis, par la suite, j'ai commencé à... J'ai retourné dans le domaine du toilettage, puis j'ai commencé à donner des formations de perfectionnement. Donc, du perfectionnement au niveau styliste, esthétique. Puis je me suis rendu compte on n'était pas bien équipés en tant que toiletteur au niveau comportemental, qu'on n'avait pas de notion, puis que les animaux étaient, et les humains qui travaillent, étaient dans des mauvaises situations, des situations fâcheuses, puis subissaient du stress de part et d'autre. Donc, c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui demande de livrer un résultat, peu importe l'état de l'animal, peu importe notre propre état émotionnel, peu importe en fait comment l'animal se sent, on doit livrer quelque chose sur un animal qui est vivant puis qui collabore pas nécessairement. Et la plupart du temps, l'animal ne collabore pas parce qu'il se sent piégé. Il est immobilisé la plupart du temps, il est attaché. Souvent, de plus en plus, on les voit attachés au cou, attachés aux fesses. Ils sont en hauteur, donc déjà en partant, ils n'ont pas le libre choix de quitter. Alors, c'est encore plus paniquant pour lui. Donc, il se sent vraiment qu'il n'a pas aucun pouvoir sur son environnement. Donc, ce qui fait en sorte qu'il tombe dans des états émotionnels incroyables. Mhm. Alors, une de mes amies, j'ai décidé d'aller investiguer au niveau comportemental pour trouver des solutions. Et j'ai rencontré Yannick. C'est une étudiante qui me l'a présenté. Et puis, je suis arrivée avec mon projet. J'ai dit, voilà, j'ai plein de questions. Quoi faire quand il arrive telle chose? Qu'est-ce qui se passe quand le chien démontre tel signe, etc., etc. Puis je lui ai dit, j'aimerais qu'on repense ensemble le toilettage de A à Z. Il a accepté mon projet. C'est comme ça que ça a Que commencé, tu t'es lancé en là-dedans. fait, oui. Exact. Et ça fait combien de temps que tu es dans le domaine justement du toilettage? 30 ans. 30 ans. 30 ans, oui. OK. Et 1994. 84. Ça me rajeunit pas, hein? Non. 30 ans. Ben oui, en plus, on va Oui. surveiller un petit peu. Excellent. Hey, merci. Merci. Avec un beau chat en plus. Oui, mais c'est avec Noctem que j'aime beaucoup, microbrasserie à Québec, qui m'a fait découvrir un peu la bière justement de microbrasserie et mon autre passion, le vin. Ah, Regarde ça. c'est quoi le vin? Il est super bon.
Un cabernet, hein? Cabernet. Cabernet. Merlot de Wayne Gretzky à Niagara. OK. Tu que j'y vais de temps en temps pour faire justement des dégustations de vin et c'est un truc que j'aimais beaucoup. Ça que je voulais faire déguster comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Ben merci. Ça fait très européen, hein? J'aime ça. Tant mieux. Si les Européens aiment le vin, moi aussi. Ah oui. OK, oui. Oui. Alors, c'est justement pour, dans le balado, je veux discuter des fois de sujets qui peuvent des fois être un petit peu plus lourds, plus sensibles. Et je trouve ça le fun de pouvoir discuter de façon plus légère. Je trouve que de prendre un petit verre comme ça pendant qu'on discute des fois de sujets sensibles, c'est plus agréable, ça donne un petit peu plus de sourire aux lèvres là-dessus parce que quand on parle de toilettage comportemental, il y a une raison pour laquelle on fait ce toilettage comportemental-là. Tantôt, tu as parlé du toilettage plus classique. C'est quoi le toilettage classique en tant que tel? Pourquoi le toilettage comportemental versus toilettage classique? C'est une grosse définition, en fait. Le toilettage classique est un toilettage qui est transmis, en fait, qui est basé sur une culture. Je me suis rendu compte de ça en voyageant, en allant dans d'autres pays. Donc, c'est très culturel, propre à une culture, puis c'est teinté de certaines croyances qui ont été lancées, puis qui sont devenues des vérités. Des vérités, mais en fait basées sur aucune donnée scientifique. Et surtout, depuis le temps, on a beaucoup avancé au niveau de la science. On a des avancées extraordinaires en neurosciences par rapport au cerveau des mammifères. On a des découvertes au niveau des émotions. On a évolué énormément au niveau de ce qu'un animal peut sentir en termes de douleur. Parce qu'autrefois, on considérait même pas la douleur chez l'animal. Mais oui, voilà. À partir de Descartes. Exactement. Donc, depuis quelques années, on a fait des avancées extraordinaires. Par contre, le toilettage classique n'a pas évolué en ce sens. Il a quand même évolué, mais il n'a pas remis en question ses principes, les fondements, les priorités, remanier les priorités au niveau, toujours en fonction du bien-être de l'animal. Donc, quand on toilette un animal, on toilette un animal vivant et c'est un être biologique, c'est un être émotionnel, c'est un être qui a un corps physique différent du nôtre. Oui, il y a des ressemblances, mais beaucoup plus sensorielles que nous. Donc, le développement sensoriel chez l'animal est énorme. Et donc, on ne l'a jamais considéré ainsi. Donc, en toilettage, on fait fi de ça, littéralement, en toilettage classique ou culturel. On pourrait dire culturel. C'est des traditions, des cultures, puis c'est classique. C'est de façon classique. C'est un modèle qu'on n'a pas réinventé. Et tu as parlé de priorités en toilettage. C'est quoi les priorités que les personnes ont en toilettage et qu'est-ce qu'ils veulent lorsqu'ils arrivent chez un toiletteur? Le client va demander un résultat. Souvent, le client demande un chien propre, qui sent bon, puis qu'on n'entende pas les griffes. Là, je donne les critères souvent que les clients peuvent nommer. Donc, je suis tannée d'entendre les griffes sur le plancher, ça graffigne mon divan, il voit plus rien, il a les yeux, le poil dans les yeux. Lorsqu'il boit, il y a plein d'eau après sa barbiche, puis c'est pas propre. Donc, une question d'hygiène, de propreté. Et parce que le chien, maintenant, vit dans nos maisons, puis souvent fait dodo avec nous, ou dans les lits, ou sur les divans, etc. Aussi, la demande du client, c'est de raccourcir le poil pour les chiens qui ont un poil qui pousse de façon continue, donc en phase anagène prioritairement. Donc, exemple, les Shih Tzu, les caniches, les doodles, tout ce qui est poil long. Donc, on les taille, on réduit la longueur du poil pour éviter justement l'emmêlement. On demande aussi de faire des démêlages, dégager les parties génitales. Donc, c'est vraiment une question d'hygiène, mais aussi une question de beauté. Et c'est quoi la proportion un peu plus? Est-ce que les personnes en toilettage vont majoritairement pour l'esthétique, juste bien paraître, ou c'est majoritairement pour le bien-être du chien? J'imagine que ça dépend de la clientèle cible et de l'éducation
que le professionnel va faire à sa clientèle. Donc, graduellement, moi, ce que je reçois, c'est des gens qui sont plus orientés vers le bien-être, l'hygiène, que seulement l'esthétique. Puis l'esthétique, en fait, je leur ai fait comprendre qu'ils peuvent l'obtenir si l'animal est bien, dans son corps, dans ses pattes, dans sa tête. Il n'y a pas de problème avec ça, d'avoir des beaux résultats. Parce que justement, je suis capable de performer là-dedans, mais je ne le fais pas au profit du bien-être animal. Les gens veulent quand même que leur chien soit bien. Et le fait de laisser son chien chez le toiletteur, puis de venir le reprendre après, tout beau, entre les deux, ils n'ont pas conscience tout à fait de ce qui se passe. Donc, ils ne sont pas conscients de comment leur chien réagit, comment se sent-il, est-ce qu'il a vécu du stress dans certaines situations, comment il a été accueilli dans son stress. Puis si son chien a de la résistance au toilettage, comment le professionnel réagit, puis quels outils il va utiliser justement pour arriver au résultat. Donc, le processus est 100 fois plus important que le résultat pour obtenir ce résultat-là. Donc, le processus est important, mais le client, il n'est pas au courant du résultat. Il voit juste la fin. Juste la finale. Oui, exactement. Puis, au niveau du processus, ça semble être... Est-ce que c'est beaucoup plus long comme processus pour arriver à faire un toilettage comportemental? Au début, oui. Il y a du temps... Il va y avoir des périodes de temps pris, réservés pour l'entraînement au toilettage. Donc, dépendamment de l'adaptation du chien, comment le chien s'adapte aux nouvelles situations et tout ça, de son niveau cognitif aussi, on travaille un peu le muscle de la cognition chez le chien, on va travailler sa capacité à s'auto-calmer. Donc, on va lui donner une autoroute, une petite autoroute au niveau du cerveau, qu'il va pouvoir emprunter lorsqu'il ne se sent pas bien. On va lui enseigner la possibilité de dire non. Je me sens pas bien. Donc, il faut vraiment enseigner au chien ça avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Et comment qu'on entraîne ça, dire au chien non en toilettage? Parce que souvent, on voit les personnes qui disent non au chien à la place. Alors, le chien réagit, tout ça, les personnes non, réagissent pas. Pourquoi le chien devrait être celui qui nous dit non? En fait, pour travailler avec la motivation du chien, donc un toilettage comportemental, si on le définit, c'est toiletter l'animal ou lui donner des soins d'hygiène, orienté bien-être, bien-être biologique, physiologique, émotionnel, etc., mais avec la motivation dans toutes les étapes. Donc, on travaille avec le système dopaminergique. Donc, puis on travaille avec les endorphines et on travaille avec la participation complète du chien. Donc, ça devient un plaisir pour le chien. Ça devient, par exemple, presque un trip d'agilité. C'est vraiment, vraiment le fun pour lui. Donc, c'est une activité extraordinaire, mais c'est une activité qui, en même temps, apporte plein d'autres choses dans son quotidien. Donc, le fait de lui donner la possibilité en partant de dire non va faire en sorte que si jamais on n'est pas à l'écoute des micro-signaux qui nous envoient, ne serait-ce que une difficulté de concentration, si le chien part dans la lune, par exemple, parce qu'on est très connecté avec l'animal. Alors, si mon chien part, retombe en hypervigilance par rapport à l'environnement, à ce moment-là, ça m'indique que soit que je dépasse sa concentration, et il veut rester là quand même pour manger parce qu'il aime ça, la nourriture. C'est un renforçateur primaire. Mais si jamais le chien perd l'attention, ça m'indique qu'il a besoin d'un temps de repos. Donc, on respecte aussi, on lui donne la possibilité d'exprimer que peut-être le travail est trop lourd pour lui, trop grand, trop concentré, too much. Donc, on essaye de respecter même sa capacité cognitive de travailler. Puis, c'est ça, en lui montrant, à partir du moment où je lui montre une porte d'entrée dans le toilettage, puis je lui montre une porte de sortie. Là, les gens ne comprennent pas. En fait, s'il monte en hauteur sur une table, la table est très basse. Mm-hmm. Donc, ça lui donne la possibilité de sortir en tout temps. Je lui montre toujours la même porte d'entrée
de venir travailler et je lui montre le chemin pour la porte de sortie. Si le chien, par exemple, est en travail avec moi puis se met à regarder toujours la porte de sortie, je ne ferai pas ni une ni deux, je vais lui indiquer qu'il peut se reposer, partir, prendre une pause. Puis faire autre chose, vaquer à ses occupations, s'il a le goût de boire, s'il a le goût de renifler, s'il a besoin de temps de repos. Donc, c'est un travail holistique, je dirais. Qui englobe vraiment tout. Oui, c'est vraiment, là, c'est un moment magique parce que le chien se sent compris, entendu, dans ses micro-signaux, dans tout son langage non-verbal. Puis il y a une connexion qui se fait, on est en synchronicité, puis on danse. Donc, c'est comme si on faisait une danse ensemble, puis on lui apprend, en fait, et il nous apprend sa façon de parler. Et puis, il n'y a pas un chien qui parle de la même façon. Mm-hmm. Donc, c'est chaque individu, puis c'est toujours des moments magiques. C'est vraiment des moments magiques. Je peux même pas vous exprimer à quel point on vit des moments magiques. Et les clients qui assistent à ça, parfois, se mettent à pleurer tellement que c'est touchant. Il doit voir la différence entre ce qui se passait avant versus l'après. Exactement. Et si tu peux expliquer, c'est quoi le toilettage comportemental? À quoi ça consiste? Fait que là, on comprend que le chien, il veut... C'est dans le confort du chien. Il faut que le chien communique avec nous s'il accepte ou non. Alors, c'est toujours sur base volontaire. Oui. Mais comment qu'on parvient à ça? Pourquoi un toilettage comportemental? On y parvient en lui enseignant au chien, en introduisant tous les stimuli de toilettage graduellement. Mais avant tout, on développe un lien avec lui qui est non intrusif au départ. Et on le respecte dans sa bulle, sa bulle sensorielle. Parce qu'un chien, ça a des... Excuse, là, mais j'ai chaud! Oui, c'est ça, il fait chaud des fois. Je dois avoir... C'est parfait, on va prendre une petite gorgée. C'est parfait, mais oui. Je sais pas si tu vas mettre ça dans les bloopers, mais j'ai chaud en temps. En fait, si tu peux résumer le toilettage comportemental, oui. C'est quoi? OK. C'est bon. Au départ, c'est une belle occasion, je dirais, de rencontrer un client, un binôme, en fait. Ça peut être plus qu'un binôme, mais un binôme. Puis d'établir, justement, de rencontrer ce binôme-là, puis de leur offrir des outils en équipe. C'est une bonne occasion d'évaluer un chien au niveau de sa capacité de concentration, focalisation, lui enseigner à s'auto-calmer, lui donner des outils pour faire face à des moments plus inconfortables de la vie de tous les jours. Mais c'est une belle occasion, le toilettage. C'est une belle porte d'entrée parce que le toilettage, c'est rentrer dans la bulle du chien. C'est lui toucher à son corps. C'est être dans son être personnel. Donc, pour faire ça, on se doit de respecter cet être qui est devant nous pour qu'il nous donne la permission de pouvoir procéder avec toutes ces manipulations-là qui sont vraiment intimes. Et des fois, je vais dire à mes étudiants, « Ah, là, tu viens de lui mettre la main sur les seins. » Parce que les filles, pour qu'ils comprennent un peu plus, un étranger qui arriverait puis qui mettrait ta main sur un sein sans la permission, ça crée un inconfort incroyable. Ben, le chien, il y a plusieurs parties de son corps qui, pour lui, c'est très, très personnel et intime. Puis l'image, c'est quand même assez frappante de... Oui, effectivement, une fille ou quelqu'un qui se fait toucher de façon non consentante, c'est pas le fun. Puis est-ce que ce serait mérité que la fille se retourne puis donne une bonne baffe ça pourrait, et dise non? Ça pourrait. Oui, et je suis pas mal sûr que si une fille se fait toucher et retourne et donne une baffe ou hurle, ce serait justifié et elle aurait parfaitement le droit. Alors, pourquoi on réprimanderait un chien qui signifie qu'il se sent pas bien, qui tente à la limite de mordre, parce que c'est ça sa façon de se défendre, c'est si je suis pas bien, si je me sens menacé, je vais aller jusqu'à grogner et mordre. Tout à fait. On dirait pas non à une fille qui se retourne en criant pour nous taper après
qu'elle se soit fait agresser. Pourquoi dire non à un chien qui se sent agressé également? Oui, exact, exact. C'est vraiment comme, c'est une marque de confiance que l'animal nous donne de pouvoir rentrer dans sa bulle, puis de pouvoir le toucher. Puis il n'y a pas un chien qui a la même sensation. Par exemple, certains chiens sont extrêmement sensibles de la queue. La queue, c'est la prolongation de la colonne vertébrale. C'est rempli de sensations. Il y a des chiens que c'est les pattes avant. Il y en a que j'ai vu qui ont déjà eu des hernies auparavant, donc gardent une certaine sensibilité. Puis si on est vraiment à l'écoute de l'animal, il nous le dit. Il va nous indiquer les endroits dans son corps qui sont plus sensibles. Oui. Et lorsqu'on parle de travail constamment, en fait, je repense un petit peu à ce que je veux dire. Le toilettage, est-ce que c'est nécessaire de toiletter un animal? Jusqu'à quel point on doit faire un toilettage avec un animal? Y a-t-il une urgence? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Tout dépend de l'état de l'animal. Il y a des cas qui sont extrêmes. Si on parle d'un cas extrême où le chien est feutré, puis que, en fait, ça s'enlève, ça se rase, puis ça s'enlève d'un morceau, d'un bout, c'est extrême. Par contre, ça a pris beaucoup de temps avant de se rendre jusque-là. Puis, il y a moyen, c'est plus des cas de vétérinaire, en ce sens que peut-être que l'animal aura besoin d'un protocole vétérinaire parce que par la suite, lorsqu'on retire ce feutrage-là, cet emmêlement-là, des fois, ils ont des plaies, des fois, ils ont des parasites, des problèmes de peau par la suite, etc., etc. Mais là, on va parler d'un chien de maison qui est entretenu régulièrement, qui a des nœuds, tout à fait comme normalement, tu sais. Puis même encore, ça peut être feutré, mais pourvu que ça soit pas dur. Donc, on parle pas là, d'un an de feutrage, là, mais on parle de quelques mois, là, 2-3 mois sans brossage et tout. J'ose même pas imaginer un an de feutrage. Ouais, ben ça existe. J'ai une chatte avec le poil long, puis des fois, je le sens que ça s'en mêle, puis ça arrive tellement vite. Oui, ça arrive vite. Oui. Puis il y a des moments dans l'année où ça arrive plus vite. Il y a l'électricité statique, il y a la saison, il y a aussi l'alimentation qui a un gros impact sur le pelage. En tout cas, ça, on en reparlera, mais c'est peut-être pas le sujet, là, mais bon, ça l'a énormément. On a fait des tests. Une bonne alimentation. Une alimentation qui est adéquate en termes de protéines pour les chats, puis qui donne des protéines qui sont vraiment digestibles et qui sont bonnes, de qualité. Puis, avec des oméga-3 et tout, ça peut changer. Ça peut faire une grosse différence. Mais non, ça se prête très bien parce que on parle justement de toilettage, comment prévenir ces choses-là. Et donc, sans rentrer dans les détails de la nutrition, oui, avoir une bonne nutrition, puis parler que c'est important que l'animal soit en bonne santé physique. Ça passe par une bonne alimentation aussi. Tout à fait. Alors oui, absolument. Si une bonne alimentation prévient certains problèmes qu'on va retrouver sur le pelage, sur les choses comme ça, oui, c'est une très bonne chose d'en discuter, de dire que une bonne alimentation va aider à prévenir ces choses-là. Tout à fait. Puis il y a aussi, le mode de vie. Oui, c'est important l'hygiène, c'est important, mais pas au prix du mal-être émotionnel. C'est-à-dire que le bien-être émotionnel s'enseigne. Donc, le chien peut apprendre, le chat peut apprendre à être toiletté. Il peut être mis en contexte avec des stimuli de toilettage de façon graduelle. Puis avec un bon entraîneur TCAP, ça prend pas des années et des années, là. Ça se fait en quelques rencontres pour le reste de la vie, pour avoir un beau mode d'emploi qu'on peut utiliser, puis que l'animal soit bien. Puis en plus, ça nous permet de découvrir justement à travers ça comment notre chien, en tant que client, fonctionne pour dire qu'il n'est pas bien ou fonctionne lorsqu'il est bien, comment sa mimique faciale, comment il transmet son inconfort dans tous ses gestes. Ça peut être, j'ai déjà eu un chien que lui, s'assoyait puis se grattait à outrance. J'en ai d'autres qui vont cligner des yeux, qui sont vraiment comme plus figés. Il y a beaucoup de chiens qu'on doit leur apprendre à se relaxer. C'est pour ça qu'on leur montre à dire non, justement. À partir du moment qu'ils ont le pouvoir de dire non, ils sont plus dans la résignation acquise. Et tu as parlé des entraîneurs TCAP.
C'est quoi, justement, ce TCAP-là, si tu veux l'expliquer? Oui, c'est une certification qui existe, qu'on a parti il y a 18 ans. C'est un projet de moi puis Yannick. On a remis en question le toilettage au complet, à tous les niveaux, dans toutes les sphères, du mieux qu'on pouvait. Donc, on a pris le modèle, on l'a mis de côté, le modèle acquis ou appris, puis on a remis en question en fonction des données biologiques, scientifiques, etc. Puis, par la suite, on s'est dit, est-ce que c'est réalisable? Ben, on va l'essayer. On va tenter de le faire. Puis graduellement, on a évolué, nous aussi, au fil des formations. Donc, on est allé chercher plein de formations un peu partout dans le monde. On a eu la chance d'entraîner différentes espèces à travers le monde avec des entraîneurs qui étaient nos mentors, en fait, qu'on a choisis. Puis on a beaucoup appris. Puis à travers ça, moi et Yannick, on a transposé ça dans le toilettage. Ce qui se faisait dans les zoos, par exemple, on l'a transposé dans le toilettage au niveau des manipulations coopératives. Cooperative care, finalement. Puis, donc, le toilettage comportemental, c'est une certification qu'on a mise sur pied, qui évolue au fil des années. Et cette certification-là permet justement, il y a de la théorie, il y a de la pratique, et par la suite, il y a un examen théorique et un examen pratique avec le client, avec l'animal. Puis c'est ce qui fait qu'on a des certifiés à travers le Québec, en France, puis aussi en Ontario, puis en Suisse, en Italie, et là, on s'en va en Belgique. C'est génial. On s'en va en Belgique dans 5 jours là, pour enseigner. Okay. Ouais. C'est vraiment génial que ça se répande autant que ça. Et tu parlais tantôt de zoo et tout ça. Le toilettage comportemental semble ressembler beaucoup justement aux soins collaboratifs qu'on veut mettre en place avec les animaux sauvages, les animaux puissants. Je pense simplement à lorsqu'on entraîne justement des animaux dans les zoos, des loups, des tigres, les lions, on peut pas les forcer ou les tenir par un petit collier pour être là et pour faire les manipulations. Je peux pas dire non à un loup comme ça qui est devant moi. Alors, on arrive à entraîner ces animaux-là sur une base volontaire, justement par les techniques basées sur une approche comportementale, de comprendre quand est-ce qu'il est bien, quand est-ce qu'il n'est pas bien, le motiver à produire le comportement voulu. Oui, exact. Et après ça, on s'en va voir justement dans un centre de toilettage ou même des fois chez le vétérinaire, le petit chihuahua où est-ce que ça prend 5 personnes à le tenir pendant qu'il est en train d'hurler et d'arracher les doigts à tout le monde. Si on est capable d'entraîner des animaux puissants et sauvages, comme des loups, des tigres, des lions, pourquoi justement on n'a pas en tête que ça peut se faire aussi facilement avec des petits chats et des petits chiens de 100 livres? Parce qu'un chien de 100 livres, comparativement à un tigre ou un lion, c'est pas mal petit. Pourquoi les personnes ne prennent pas la peine de le faire, ce travail comportemental-là, avec ces animaux-là, qui est beaucoup plus facile? Ça serait une bonne question à leur poser. Par contre, l'apprentissage, les écoles de toilettage s'ouvrent de plus en plus au bien-être animal. Par contre, dans le concret, dans le réel, le pas se fait pas. Dans la... Ils peuvent avoir l'idée mais de le mettre concrètement, de l'effectuer. C'est-à-dire que ça prend plus de temps. Le client n'obtiendra pas le résultat les 2 premières rencontres. Il va obtenir le résultat final après 4, 5 rencontres, peut-être moins, peut-être plus, dépendamment de l'animal, puis dépendamment du résultat qu'il veut. Et aussi dépendamment du passé du chien. C'est-à-dire que plus le chien a été forcé dans des salons de toilettage, ou plus il a été forcé dans le quotidien à faire des choses sans être entendu, plus on doit travailler justement sur ces souvenirs-là. On travaille sur les mémoires émotionnelles, puis c'est un travail pour lui réenseigner une nouvelle façon de me dire, je suis pas bien. Puis avant même de tomber dans l'émotion forte, juste une hésitation m'indique qu'il y a quelque chose, je ne laisserai pas aller dans cette émotion-là. Je vais travailler à ce qu'il y ait une nouvelle route, un nouveau chemin dans son cerveau pour justement. Fait que je vais passer par, ça peut être du jeu, je peux passer par des choses cognitives que je lui ai enseignées hors contexte, qui sont tellement fortes, bien renforcées,
qu'il va passer à ça tout de suite, immédiatement. Donc, plutôt que tomber dans l'émotion du passé, suite à quelque chose qui fait un déclencheur, par exemple, je sais pas moi, le chien s'est fait toiletter pendant des années, il rentre dans un salon de toilettage, il voit une table. Juste la vue de la table peut le faire retourner dans le passé ou dans des mémoires émotionnelles au niveau de l'amygdale. Puis à partir je dis toujours, quand la boîte de Pandore ouvre, on peut pas peser sur un piton stop, là. Donc, il faut que je sois à l'affût de sa réaction émotionnelle micro, son hésitation, pour lui enseigner un nouveau chemin. Et c'est pour ça que vous parlez vraiment de toilettage comportemental, puis ça prend autant de formation. C'est pas aussi facile que de juste il faut comprendre le comportement, il faut comprendre ces choses-là, il faut comprendre les techniques de modification comportementale. Oui. Et je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment les mêmes choses qui doivent s'apprendre en toilettage comportemental que lorsqu'on veut devenir intervenant en comportement. La modification comportementale, c'est toujours ça que je dis, je veux pas juste que l'animal tolère les situations qui sont problématiques pour lui, je veux qu'il aime ça. On va pas travailler au seuil de tolérance. Voilà. Tant qu'il tolère, on va pas pousser plus loin, on continue à travailler jusqu'à ce qu'il se sente bien, et une fois qu'il se sent bien, là, on peut passer à la prochaine étape. Oui. S'il tolère à chaque étape, puis on se maintient juste à tolérer, le risque est beaucoup plus grand d'exploser par la suite. Oui. Et c'est pour ça qu'au final, ça prend plus de temps, oui, au départ, à faire tout ce travail-là, mais au final, ça doit aller beaucoup plus vite une fois que tout à fait. C'est fini alors? C'est un charme. Je dirais que c'est un charme. C'est le jour et la nuit, là, comme on va voir dans certaines vidéos, là, c'est le bonheur. Là. Travailler de cette façon-là, c'est le bonheur. Puis, en plus, oui, ça prend plus de temps au début parce que c'est des rencontres d'1 heure à peu près. Avec certains chiens, on va travailler un petit peu moins longtemps, surtout des chiots. On peut y aller à 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Puis, on essaye justement de pas dépasser sa limite d'apprentissage. Et puis, en fait, c'est tellement plus facile par la suite et ça l'apporte tellement de bienfaits dans le quotidien du chien. Comme par exemple des outils, j'ai reçu, je donne un exemple, une cliente il n'y a pas longtemps, c'est une amie en comportement canin, tout ça. Elle a son chiot. Quand c'est notre propre chiot en comportement, on est toujours, c'est plus émotif. Puis son chiot avait des réactions disproportionnées face aux nouveautés dans le quotidien. En tout et partout, face à l'environnement extérieur, des voitures qui passent, des humains, des animaux, des oiseaux, des sons. Fait qu'il est très, très allumé. Puis elle est un petit peu découragée. Fait que je lui ai dit, viens avec ton chien, on va faire des séances TCAP. On a fait 2 séances. Ça a été extraordinaire. Son chien, focalisation. Un chien, c'est fait pour travailler. Ça l'aime travailler, ça l'aime faire ça, ça l'aime participer à ça. Puis, elle utilise ces outils-là maintenant dans le quotidien. Au camping, à la maison, dans le stationnement, en ville. Puis ça a un super... Maintenant, le chien est capable, plutôt que partir en vrille, comme elle dit, il y a un temps d'arrêt, il la regarde, puis il focalise. Donc, il s'auto-calme lui-même. C'est vraiment de ramener l'animal dans un état cognitif et non émotionnel, mais que la cognition soit agréable pour lui quand même. Voilà. À travers la dopamine, motivation, système dopaminergique, la conation. C'est le fun justement de savoir que même en toilettage, toutes ces notions-là doivent être apprises justement pour travailler le système de dopamine, d'endorphine. Tout ça, on utilise justement la dopamine à fond pour l'entraînement, toute l'anticipation. Comme ça, l'endorphine pour soulager, apaiser. Exact. Alors, c'est vraiment le fun de travailler justement en toilettage comportemental là-dessus. Et j'ai l'impression que souvent les restrictions doivent venir beaucoup de la pression sociale de vouloir faire les choses tout de suite ou d'une certaine urgence. Comme ça, faut que ce soit fait maintenant ou je te paye, je veux que le résultat soit là maintenant. Y a-tu cette
problématique-là, justement, dans le domaine? Oui, ben oui, les clients s'attendent à avoir un résultat. Comme autrefois, laissent le chien, viennent le rechercher, ne savent pas ce qui se passe entre deux. Parfois, ils se doutent un peu que ça n'a pas été facile, mais très rarement, la plupart du temps, oui, ils vont voir certains symptômes après, mais ça passe pour « Ah, mon chien est gêné parce qu'il a été rasé ». Non, non, il n'est pas gêné, il a été vraiment stressé, puis il y a un impact émotionnel, puis ça a un impact sur son comportement dans les jours suivants ou sur sa santé. Donc, ça peut développer, l'animal peut développer des symptômes somatiques quelques semaines plus tard, des fois immédiatement, puis des fois pas du tout, mais par contre, il accumule, puis il apprend que l'humain, ben il comprend rien. Il apprend que l'humain, il comprend rien à rien. Il les respecte pas, donc à quoi bon? À quoi bon m'exprimer? À quoi bon dire que je suis pas bien? À quoi bon dire que je me sens pris? Tu sais, que j'aime pas son toucher? À quoi bon dire que je suis pas confortable? Parce que le toilettage classique ou culturel utilise parfois des outils et ces outils-là tiennent pas compte de la douleur chez l'animal. Puis oui, ils en vivent de la douleur. Ils en vivent. C'est faux de dire qu'ils sont pas en douleur. Quand ils se tassent sur la table, puis ils sont toujours comme ah, 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 ah. On le voit, tu sais, comme on voit une mouche qui tombe, qui va sur le corps d'un cheval, puis que le cheval a une contraction musculaire, ben c'est la même chose chez le chien, une contraction musculaire, il vient d'avoir une sensation. Si une mouche peut faire ça sur un cheval, j'imagine pas une brosse ou un toucher sur un chien. Exactement. Effectivement. Puis bon, fait que souvent, ben ça va paraître comme des chiens qui sont sensibles, moumounes. Je dis bien, moumoune, ça veut dire qui sont un petit peu faibles. Non, c'est pas un chien faible, c'est pas un chien gâté. C'est pas un chien qui a des caprices. C'est un chien qui a des sensations puis qui se sent pas bien. Donc, il faut travailler autrement avec des outils différemment. Puis bon, en tout cas, c'est ça. Fait que je me rappelle plus de la question. Non, c'est parfait. Mais c'est ça, le sentiment d'urgence en toilettage. Parce que souvent, en santé, chez le vétérinaire, des choses comme ça, il y a une urgence. Ouais. Où est-ce que l'animal arrive et peu importe comment qu'il est, il faut parfois le traiter là. Ouais. Malgré tout, les vétérinaires de plus en plus tentent à ce que l'animal soit bien, se sente à l'aise et tout ça, malgré l'urgence comme ça. Mais en toilettage, tu le disais tantôt, pour qu'un animal en vienne à être cotonné ou feutré de partout, ça prend plusieurs mois avant d'en arriver là. Donc, durant tout ce mois-là, c'était pas une urgence. Mais à partir du moment où il l'est, est-ce qu'on peut encore prendre quelques heures ou quelques jours, je sais pas combien de temps ça prend. 4 heures, des fois, juste 4 rencontres. 4 heures pour travailler avec l'animal, pour qu'il se sente bien à se faire retirer tout ça, qui, oui, est devenu un problème, qui est devenu une urgence relative, mais qui ne justifie quand même pas, il me semble, de lui faire vivre un traumatisme pour lui enlever ça, parce que de toute façon, il y a eu ça graduel durant justement plusieurs mois ou des choses comme ça. Même pour les griffes qui viennent des fois à rentrer jusque dans les coussinets, et les personnes viennent en urgence, il faut couper les griffes parce que ça rentre dans les coussinets. Je pense pas que c'est arrivé du jour au lendemain non plus. L'urgence n'est pas arrivée du jour au lendemain non plus en toilettage. Alors, est-ce qu'il y a réellement des urgences en toilettage qui nécessitent qui justifient qu'on mette l'animal dans un état de détresse pour faire un toilettage? C'est une bonne question. Il y en a très peu. Je dirais qu'il y en a très peu. Quelles seraient justement ces exceptions-là de ça justifie que on peut causer un mal-être à l'animal pour un bien-être immédiat, rapide? Je dirais que j'ai déjà vu des chiens dans des états comme avec des vers, des mouches qui ont pondu entre le pelage puis en fait la peau. Ça, c'est une urgence de rasage à cet endroit-là. Aussi, j'ai vu des chiens, les yeux littéralement collés, là. Fait que donc, il faut procéder avec des compresses et tout ça pour faire dégommer ça. Mais tu sais, le chien, c'est plein de pus, puis il y a beaucoup, beaucoup d'infections et tout ça. Fait que oui, c'est des procédures d'urgence.
un chien qui s'urine dessus puis qui a beaucoup, beaucoup de poils entre les parties génitales puis que l'urine tache le poil puis que ça brûle la peau, oui, ça. Mais c'est pas une justification pour toiletter le chien au complet en une seule fois. Ça peut être fait en plusieurs fois. Il y a des chiens âgés aussi qui peuvent être faits en plusieurs fois, juste pour leur confort à eux, donc en plusieurs étapes. Puis c'est frustrant pour certains clients, ça, de leur dire ça après un certain temps. J'ai éduqué votre chien à être toiletté, ça va bien pendant plusieurs années. Maintenant, il est rendu à 13 ans. Je constate qu'il y a moins d'énergie, puis qu'on va le faire en plus d'une fois. Ça peut être même frustrant pour un client aussi. Donc, de ne pas obtenir les résultats immédiatement pour le client, parfois, ça peut faire vivre de la frustration. Ouais. OK. Puis, en dehors de ces contextes-là d'urgence, il n'y en a pas de justificatif de forcer le chien ou de mettre le chien dans un état de stress pour le toiletter. Donc, il me semble que ce serait logique de toujours travailler en collaboration justement avec l'animal, tout ça. Qu'est-ce que ça prend pour faire ce changement-là? Qui doit le faire, ce changement-là? Est-ce que c'est les toiletteurs qui doivent l'exiger? Et ensemble se dire, OK, on prend le temps puis on n'accepte pas que les clients, on n'accepte plus les clients, ou on dit au client qu'on ne le fera pas de la façon qu'il veut, ou c'est au client de l'exiger des toiletteurs. Qui doit faire le premier pas comme ça? C'est une bonne question. Ceux qui sont certifiés avec nous travaillent très fort à expliquer aux clients les conséquences du stress, un stress qui est subi pendant 1 heure, 2 heures de toilettage. Il y a des graves conséquences. Des fois, elles ne sont pas apparentes sur le coup, mais il y en a. Puis plus il y a de répétitions dans la vie d'un chien qui est très courte, hein? La vie d'un chien, on parle de 12, 14 ans, 15 ans peut-être, c'est amplifié. Chaque stress, en fait, qu'il subit a un impact sur sa biologie, donc ses organes, mais aussi va avoir un impact sur sa longévité. Donc, c'est directement relié. Puis, tu sais, c'est pas un mal nécessaire. C'est aucune justification pour ça. Mais je dirais qu'autant de la part de celui qui est certifié TCAP doit expliquer au client puis doit tenir sa position, parce que une fois qu'on connaît le bienfait, tout ce que ça peut apporter pour un chien, on devrait jamais se priver de faire du toilettage comportemental. Parce que ça apporte tellement dans le quotidien du chien, puis toute sa vie durant, que de passer à côté, c'est inconcevable pour moi, aujourd'hui. C'est ça. Puis, plus on le fait tôt, plus ça devient un investissement pour le bien-être de l'animal sur le long terme aussi. Et y a-t-il un moment ou un âge limite, ou est-ce que ça vaut plus la peine de faire ça? Non, il n'y a pas d'âge limite. On peut partir avec un chien âgé puis lui apprendre des choses. Tant que l'animal est capable d'apprendre, on peut travailler avec. Ne serait-ce même un animal qui a des peurs, juste lui laisser sa bulle, lui laisser de l'espace, c'est un apprentissage pour lui. Que l'être humain devant lui rentre pas dans sa bulle sans permission. C'est des gros apprentissages pour l'animal. J'ai eu des chiens qui étaient... Puis je vais revenir au client, parce que le client devrait le demander. Le client devrait assister au toilettage de son chien. Il y a beaucoup de toiletteurs qui vont entendre ça, puis ils vont s'insurger, puis ils vont dire « Voyons, de quoi qu'elle dit là? Quand le client est là, ça trouble le chien. » Non, quand c'est fait dans un beau contexte où le client sait qu'il est assis, qu'il ne communique pas avec son chien, qu'il observe, puis qu'il ne sollicite pas son chien, même en temps de pause, puis qui fait pas de distraction, puis de réaction émotionnelle, puis qui prend pas ses clés, puis qui prend pas la laisse, ça se passe tellement bien. Le client observe, il apprend tellement sur son animal, il découvre des choses que probablement qu'il n'avait même pas perçues. Des capacités que son chien a, des grandes capacités. Parce qu'un chien, ça a des grandes capacités. Tous les chiens ont des grandes capacités. Je ne connais pas de chiens qui en ont pas. Ah, ça, c'est incroyable. De voir les capacités d'apprentissage des animaux, des fois, ça... Tu les laisses aller, puis il résout des problèmes. La capacité, c'est vraiment incroyable. Puis une fois qu'on leur donne la chance de faire ça, ils deviennent accros. Ils s'allument, on voit une lumière s'ouvrir dans...
ils sont là, sont présents, enfin, il y a une belle connexion, là, mais avant, pour le client devrait être présent, mais aussi les toiletteurs vont dire que ça n'a pas de sens de garder un client, mais non, c'est le contraire. Faut vraiment, là, c'est un bienfait, là, d'avoir le client avec soi. Puis les clients qui sont stressés ou qui n'ont pas le temps, qui s'en vont faire autre chose, est-ce que ça se ferait de filmer la séance et voici de quoi comment a été la séance? On vous a une transparence, Oui. je crois. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on demande un peu, c'est d'être transparent sur ce qui se passe. Dans le processus, oui. Dans le procédé et non juste, voici le résultat final. Exact. Est-ce que les personnes sont prêtes justement à se filmer puis montrer le processus et non juste ce résultat final-là? Je pense que si au moins le client demande à ce que la séance soit filmée, même s'ils ne peuvent pas être sur place, est-ce que ça pourrait être déjà une petite avancée de voici de quoi ça a l'air la séance complète avec le chien. J'aimerais ça avoir la vidéo de comment ça se passe avec mon chien pendant s'il est à l'aise. Ça, est-ce que ça pourrait mettre la petite pression qui manque des fois aux toiletteurs de maintenant, il faut que je fournisse une transparence sur ce qui se passe? Est-ce que ça pourrait déjà être un outil pour les tuteurs de demander ces vidéos-là aux personnes pour tu veux pas que je sois là, mais OK, filmer, c'est-tu correct? Oui, je trouve que c'est une belle alternative. Je me dis très, que très belle alternative. D'avoir cette transparence-là, des fois, peut déjà aider à pousser un petit peu plus. Mais malgré le fait de regarder justement les chiens, de les voir, les personnes de façon plate sont mauvaises pour interpréter le comportement animal. Et même chez les professionnels, c'est pas facile de l'interpréter. On voit l'animal, souvent on voit les extrêmes, on est capable de les comprendre. Ouais. Mais entre les extrêmes, entre un chien qui est hyper joyeux, hyper enjoué, et le chien qui est en train de grogner et qui est prêt à tout attaquer, il y a un gros spectre que les personnes ont beaucoup de difficultés à comprendre, à analyser. Et tantôt, tu en parlais, du chien qui, au début, il réagit beaucoup jusqu'au final, il bouge plus, il se laisse faire, puis on a l'impression que, voilà, il va bien. Mais qu'en réalité, il est en impuissance acquise. Ouais. Il fait juste plus réagir, plus bouger, puis il se laisse faire. Il y en a des tonnes de vidéos comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux partout. Est-ce que les personnes montrent à quel point, regarde comment le chien était réactif, comment il était agressif en toilettage, et maintenant, il bouge plus, il se laisse faire, il monte la patte en shakant, il tourne la tête comme ça. Ouais, c'est comme tout saccadé, ouais. Alors qu'un chien qui est bien, et quand je donne des cours en comportement et que j'enseigne justement le langage animal, la première chose que j'indique pour savoir si l'animal est bien ou pas, c'est est-ce qu'il est tendu ou détendu. C'est la première chose à observer, c'est le niveau de tension de l'animal, qui nous permet rapidement, généralement, d'avoir un bon aperçu de il est-tu bien ou pas. S'il est détendu, c'est un bon indice vers le bien-être. Il y a d'autres choses qu'on va observer ensuite, mais un animal détendu est généralement un animal qui est bien. Un animal tendu, généralement, il n'est pas bien. Il n'a pas besoin de capoter, mais s'il est raide et rigide, il n'est fort probablement pas bien. Puis si en plus le contexte dans lequel il est un contexte anxiogène, eh bien, la tension est justifiée et donc on peut s'attendre à observer ces signes-là plus subtils de mal-être. Alors, c'est pas parce que le chien ne réagit pas qu'il est bien. J'aime ton point de vue. Pour autant. Oui. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Le langage corporel, on entend souvent dire que, en fait, je me suis souvent fait dire, et je me doute que d'autres aussi se le font dire, je suis qui pour juger du bien-être d'un animal? Je suis qui pour juger de l'état de bien-être d'un animal dans une vidéo, des choses comme ça? Mais c'est ma job. C'est mon travail d'évaluer l'état de bien-être, d'évaluer le comportement de l'animal, d'évaluer s'il se sent bien ou non. Et on a les connaissances nécessaires pour interpréter, analyser le comportement animal en fonction des
postures, des indices corporels, c'est pas des notions subjectives. C'est vraiment quelque chose de concret qui est vraiment objectif. Un animal qui grogne, un chien qui grogne, il se sent pas bien. Mis à part les exceptions de chiens qui jouent et qui grondent dans le jeu, généralement un animal qui grogne, il se sent pas bien. Un animal qui est tendu, la tension corporelle, une tension physique, généralement, c'est qu'il ne se sent pas bien. Un animal qui est détendu, généralement, c'est un signe qu'il se sent bien aussi. Et ça, c'est une des premières choses que j'enseigne lorsqu'on parle justement de langage corporel, c'est le niveau de tension. Est-ce que l'animal est tendu ou détendu? S'il est tendu, on risque de tendre vers un état de mal-être. S'il est détendu, on tend vers un état de bien-être. Ensuite, il y a toujours des petites exceptions où est-ce que, dans du jeu ou des choses comme ça, il peut y avoir des tensions corporelles, mais on va interpréter le contexte aussi. Un contexte de toilettage, je suis pas mal sûr que si un animal est tendu dans un contexte de toilettage, ça doit être parce qu'il ne se sent pas bien là-dessus. Si un animal est détendu dans un contexte de toilettage, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'il se sent bien là-dessus. Et ensuite, oui, il y a tous les autres signes plus prononcés comme le grognement, le lèchement de babine, le détournement de regard, des choses comme ça qu'on peut observer. Mais on va voir souvent que c'est subtil, des fois. Il y a des choses qui peuvent être très apparentes, il y a des choses qui peuvent être plus subtiles, comme le niveau de tension, des petits spasmes musculaires. C'est une question de survie. Un chien primitif va pas dans l'eau par lui-même. Okay. Parce que c'est un chien qui est en mouvement toujours, puis sa fourrure l'isole thermiquement. Puis à partir du moment où ils sont mouillés, ils peuvent plus être en mouvement vraiment, puis à cause de la température, ils perdent leur capacité d'isolation. Fait qu'intrinsèquement, derrière l'ADN, tout ça, il y a comme une panique avec les huskies, les Akita, les chocho, les Shiba Inu d'aller dans l'eau. Oui, les Shiba. Ça doit être ça, un peu le running gag, je dirais, les Shiba Inu en toilettage. Ça, on voit toujours que ça capote tout le temps, mais... Les bergers allemands aussi. Je viens de comprendre. Bergers allemands, huskies. Ouais. Souvent, on voit des huskies qui crient, qui hurlent, qui crient, puis on dit que c'est des comédiens, mais en fait, ils crient à sa vie. Là. Oui. Et qui sont des comédiens? Ça, l'animal ne ment pas. Il n'a pas la capacité de mentir. Jouer la comédie, ils ne l'ont pas. Ils comprennent, ils sont capables de faire des associations, ils sont capables de produire un comportement en fonction d'une conséquence. Il peut apprendre que hurler amène certaines conséquences s'il y a eu un apprentissage qui s'est fait comme ça. Mais si le hurlement est dû à un état émotionnel de détresse, de panique, il ne joue pas la comédie justement pour que ça arrête. Il le fait parce qu'il ne se sent pas bien. L'animal n'est pas en train de mentir pour dire « Hey, ce que tu me fais comme toilettage, j'aime ça, mais je vais juste faire semblant en jouant la comédie que c'est la fin du monde. » Non, si lui, il réagit comme si c'était la fin du monde... C'est la fin du monde pour lui. C'est la fin du monde pour lui, c'est ça. Au niveau hormonal, c'est la fin du monde pour lui. Au niveau des neurotransmetteurs, c'est la fin du monde pour lui. Lorsqu'on mesure le stress à l'intérieur de lui, c'est la fin du monde. Ça, c'est hallucinant. Et tout ça pour quelque chose qui peut se faire volontairement. Oui. Est-ce que ce niveau de stress-là peut être justifié pour un toilettage? Est-ce qu'on peut juste dire, on va le faire, puis ça va être fait, c'est désagréable, mais au moins, c'est fait après? Est-ce qu'on pourrait le justifier comme ça? Bien, outre que comprendre que ça a des conséquences sur l'animal au niveau physiologique, émotionnel, au niveau de sa compréhension du monde, des humains, pour le toiletteur lui-même, la fois d'après qu'il va revoir le chien, ça ira pas en allant mieux. En fait, le chien va s'y prendre autrement pour pouvoir... parce que là, il connaît le contexte. Il sait... Quand vient telle étape, fait qu'il peut être très réactif encore plus parce que c'est de l'immersion qu'il a vécu. Donc, de l'immersion, ça fait en sorte que oui, il y a eu un état de résignation acquise après une détresse. Il y a eu sa détresse, il s'est résigné, mais il se rappelle quand même que
il se rappelle des étapes. Le gars, il a été chanceux de ne pas se faire mordre. Dans le sens que... Il y avait la muselière. Mais il a réussi à lui mettre à travers un comportement, en étant calme et tout ça. Mais la fois d'après, si ça se reproduit dans les mêmes étapes, le chien, j'ose espérer qu'il va faire usage de stratagèmes différents pour pouvoir se sauver de cette situation-là. Là, il a grogné. Mm-hmm. Ça sert à rien de grogner. Il a quand même subi le tout. Il jappait. Ouais. Ça servait à rien. Il a quand même subi le tout. Ouais. Il attendait de se débattre. Ça servait à rien. Il a quand même subi le tout. Ouais. C'est quoi qui lui reste comme option? De rien faire, de se laisser faire. Rien faire, se laisser faire. Puis des réactions musculaires. J'appelle ça le syndrome de la goutte d'eau, en fait. C'est comme, tu sais, quand on est en hypervigilance, en tant qu'humain, qu'on se sent hyper stressé, qu'on vient de vivre un stress, puis quelqu'un arrive derrière nous puis nous donne un poke. Ouais. Là, on fait le saut, là, mais c'est agressant. On est comme dans un état d'hypervigilance. L'hypervigilance veut dire que tous nos sens sont multipliés. Donc, on ressent beaucoup plus, on entend plus, on voit plus, on est plus déclenché par le mouvement. On est des mammifères en quelque part, mais l'animal, c'est encore plus performant que nous dans ce sens-là. Mais non, le toilettage n'est pas justifié. De cette façon-là, non, c'est pas juste parce qu'on peut l'entraîner, puis ça peut aller. Parce qu'on peut aisément faire autrement. Et oui. Et il n'y avait pas d'urgence qui nécessitait qu'on lui inflige ce niveau de stress-là. Non. Si je peux ne pas faire de tort à l'animal, pourquoi j'en ferais? Il a vécu un stress dû au toilettage. Le toilettage n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire de lui infliger ce niveau de stress-là non plus. Et là, c'est fait. Le risque de dangerosité après, il y a ça à considérer aussi. Oui. Lorsqu'on force un animal dans une situation comme ça, qu'on ignore les grognements, qu'on ignore les jappements, et c'est des comportements de détresse que l'animal produit lorsqu'il se sent menacé. La menace persiste toujours. Il y a rien qui s'est produit pour que l'animal se sente mieux. La menace est toujours là. C'est juste que l'animal ne peut plus rien faire face à cette menace-là, donc il tombe en impuissance acquise. Et l'impuissance acquise fonctionne pour inhiber un comportement. Le comportement arrête dans la situation immédiate. Mais la prochaine fois, justement, qu'il se retrouve dans cette situation-là, puis en dehors d'une situation de toilettage, est-ce que c'est possible qu'il se sente plus stressé, plus menacé dans d'autres contextes et qu'il en vienne à mordre plus rapidement sans signe précurseur parce que ça ne sert à rien de grogner, ça ne sert à rien de japper? Il va subir de toute façon. C'est le type de situation qui augmente le niveau de dangerosité de façon significative. Alors, c'est pas juste une petite situation banale où est-ce que, bon, il a été stressé, c'est plate, mais après ça, c'est fini. Non, c'est une situation où est-ce que il y a un risque beaucoup plus sévère suite à ça, aussi de dangerosité de morsure. Et dans les premiers temps, encore plus, parce qu'il va être encore en hypervigilance. Ça redescend pas en deux minutes. Ça prend pas 2 secondes. Ça peut prendre, puis même au niveau du corps, je pense que c'est toute la résolution au niveau du glucose, au niveau du système respiratoire, système cardiaque, cardiovasculaire, tout ça. Je pense que, puis au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs, les hormones, côté hormonal, ça a des répercussions pendant quelques jours, voire plusieurs semaines. Là. C'est long avant de tout redescendre, comme ça. Alors, c'est plus juste une question de bien-être animal direct, c'est une question de sécurité aussi du public. Ouais. Comme ça, alors, on se rend compte que c'est plus large que juste couper les poils de l'animal, comme ça, ou couper les griffes pour plus qu'il y ait les griffes qui rentrent dans les coussins. C'est une question de offrir des soins à l'animal sans augmenter le niveau de dangerosité ensuite. Exactement. Ou changer sa perception des humains parce que ça biaise, ça biaise pas, mais ça teinte sa relation avec l'être humain puis les étrangers par la suite. C'est ça.
la prochaine personne qui l'approche et tout ça, est-ce qu'il va se sentir menacé? Et comment il va réagir face à la menace? Bien, ça va dépendre de ce qu'il a appris. Ça ne sert à rien de japper ou de grogner. Ben, le dernier recours de l'animal, c'est de mordre. Oui. Et c'est ça qui va se produire. Et malheureusement, c'est des cas comme ça que je vois souvent, pas nécessairement dû au toilettage directement, mais dans plein de contextes. Oui, le toilettage, manipulation de soins, mais tout ce qui est comportement aussi. Inhiber ces comportements-là de grogner, japper, l'animal qui exprime un sentiment de menace, c'est la pire chose à faire avec un animal. Ça crée des bombes à retardement, tout simplement. Comme ça. On a des lichements de babines liés à la nourriture, parce que souvent on voit qu'un chien qui se lèche les babines, il est stressé. Alors, ça peut être, oui, dû à un stress, mais ça peut être également dû à il vient de voir, manger ou sentir quelque chose de bon. Donc, il y a un lèchement de babine qui vient avec ça. Souvent, quand c'est un mal-être, un inconfort, ben ça va se faire à plus qu'une répétition. Donc, et si on continue, ça va se faire encore à répétition, puis avec beaucoup plus de rapidité. Donc, en 2 lèchements de babine, si c'est rapide, ben là, ça m'indique que mais avant même, c'est les contractions musculaires. Oui. C'est vraiment notre cue. La tension, c'est l'indice numéro 1. Oui. Une tension et tout le reste va venir après, mais dès qu'on voit une tension, ça indique que il y a un mal-être qui s'en vient. La résistance physique. T'sais, si jamais il y a une patte sur la table, puis je viens pour soulever la patte, puis le chien garde sa patte sur la table, ça m'indique qu'il n'a pas envie de me donner sa patte, tout simplement. Donc, la résistance, pour moi, ça parle, ça le dit. Si le chien penche d'un côté inverse à moi constamment, mais c'est parce qu'il n'a pas le goût d'être avec moi, là. Je pense juste à ma chatte elle s'appelle Majesté, parce qu'elle est majestueuse. Et je l'ai entraînée justement à la coupe de grippe volontaire. Et je sors simplement une petite... c'est sac couverte à coupe de griffe et à brossage que je mets sur la table. Et quand je sors ça, elle court puis elle vient dessus. Elle se couche sur le côté parce qu'au début, je voulais l'entraîner assise. Oui. J'étais moins bien positionné, moi, pour aller chercher les griffes. Donc, là, on s'est couché. Ça, j'aime. Puis, j'ai oublié à un moment donné ma couverte là. Elle est allée dessus se coucher. Puis, elle miaulait après. Je ne l'ai jamais entendu miauler aussi fort de... Viens chercher les griffes, comme ça, puis je me suis approché, puis elle tendait la patte comme ça. Alors, elle voulait se faire couper les griffes, alors qu'au départ, c'était un traumatisme pour elle. Alors, de venir justement chercher la collaboration de l'animal est très important pour le toilettage. C'est important pour la relation aussi qu'on a avec le chien. C'est ça devient une tellement super belle riche. relation après. Et ce qu'on va faire, on arrive bientôt vers la fin. On va profiter de l'arrivée de Yannick pour faire la petite conclusion avec lui. Et ensuite, on va pouvoir se dire au revoir. Mais voilà, c'est reparti. Alors, on a un nouvel ajout avec nous, avec Yannick Dion, qui fait justement partie du toilettage à haut poil aussi. Et tu avais une histoire justement avec un chien récente qui s'est passée. Ben, en fait, c'est au mois de janvier dernier. Puis, on parle de bien-être animal, puis tout ça. On fait le toilettage comportemental pour nos valeurs, pour le bien-être de l'animal, mais Marie vous a expliqué que c'est dans le détail, on se soucie vraiment du réel besoin de l'animal. Et ce qui s'est produit au mois de janvier, c'est un petit chien de 7 ans qui est venu. La dame m'a contacté par son vétérinaire comme quoi qu'il y avait de la difficulté à se faire manipuler. En fait, personne ne pouvait lui toucher. Et elle a commencé des séances TCAP avec moi et on a fait une première séance, on a commencé à avancer, ça allait bien. On fait une deuxième séance, on continue, tout va bien. Entre-temps, la dame s'est fait mordre par son chien et elle a pris la décision. Son chien était vraiment dangereux, personne ne pouvait lui toucher, là. Même elle avait beaucoup de difficultés. Elle a malheureusement pris la décision de le faire euthanasier. Et moi, c'est venu me chercher particulièrement cette histoire-là parce que c'est un chien de 7 ans. Puis je me suis posé la question, pourquoi depuis 7 ans, que plusieurs fois par année, il se fait forcer au point de paniquer puis de vouloir manger tout le monde et qu'il n'y a pas personne, les vétérinaires et les toiletteurs, il n'y a pas personne qui a allumé pour dire
peut-être que le chien, il est inconfortable. On pourrait peut-être faire différemment. C'est venu me chercher personnellement parce que c'était un petit chien de 7 ans en santé qui aurait pu facilement vivre 14-15 ans. Puis, à cause de la bêtise humaine, ben, ce chien-là a été euthanasié. Donc, je pense que c'est quelque chose c'est plus que d'être gentil avec les animaux. Ça a vraiment quelque chose d'essentiel. C'est un changement de culture, c'est pas évident, mais c'est pas là pour rien. Et toi, comment tu l'expliquerais à ta façon un peu le pourquoi il n'y en a pas autant de personnes qui font de toilettage comportemental? C'est vraiment culturel. C'est vraiment des habitudes qui sont ancrées. Parce que quand on regarde ça avec un recul, quand on l'explique au client, il comprend que, bon, on apporte un chien à un inconnu. L'inconnu rentre dans sa bulle, lui touche, emmène plein de stimuli comme le séchoir, c'est de l'air, c'est du bruit, la chaleur, l'eau, tous ces trucs-là. Puis on pense que le chien, lui, il va se plaire puis il va accepter tout ça du premier coup. Mais en fait, quand le chiot il est petit, il est plus vulnérable, il va se laisser un peu plus faire, mais c'est plus tard. Et il y a 2 tangentes dans lesquelles le chien peut tomber, soit qu'il va tomber en impuissance apprise, malheureusement pour lui, et l'impuissance apprise va faire en sorte que le chien va juste plus donner aucun signal, puis il va subir. Ou il va décider de... Bon, je me rebelle, j'essaie de me sortir de là, j'aboie, je monte les dents, j'essaie de mordre, et malheureusement, quand ils sont comme ça, ben c'est là qu'ils sont attachés, muselés, et ils se mettent à plusieurs pour les tenir, pour faire le travail, soi-disant pour son bien-être parce que les griffes sont longues, mais si on calcule le tort de la contention versus... les griffes qui sont longues, je pense que le calcul il est facile à faire, puis c'est vraiment culturel. On est habitué de faire les choses d'une façon. Le cerveau humain, c'est plus facile de suivre des recommandations que de remettre en question, puis de se poser des questions. Donc, on voit au Québec que ça avance quand même. Il y en a de plus en plus. On a commencé il y a 12 ans en France, puis on voit un petit peu l'évolution, mais on voit qu'il y a quand même un recul. Ça suit, mais avec un peu d'arrière. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que les personnes fassent ce petit step-là, ce switch-là? Moi, je pense que l'information est importante. Ce qu'on est en train de faire là contribue à le changement de culture. Puis c'est vraiment d'informer les gens. C'est vraiment de... Si les gens pouvaient voir la vraie réalité de ce qui se passe, ça serait très différent. Quand vous allez faire toiletter votre chien, demandez 2 choses pour le rendez-vous au téléphone. Demandez de rester. Demandez à ce que votre chien ne soit pas forcé. C'est une coupe de griffes, c'est enlever des nœuds, c'est pas un arrêt cardiaque. Oui. Mais souvent, il y a des justificatifs que... Il y a 2 choses un peu que je vois avec ça. Le fait que les personnes sont pas outillés pour bien interpréter le comportement de leurs animaux. Alors, même si leur chien il est pas bien, ils sont pas capables de le voir là-dessus. Alors, avoir plus d'outils, justement, sur la lecture du langage corporel va aider un peu à pallier à ça. Et souvent, ça se peut-tu que les toiletteurs vont tenter de justifier il faut le forcer parce que sinon, on peut pas le faire, tout ça. Alors, ça met une certaine pression sur les tuteurs qui, au final, acceptent et n'ont pas les outils ou les connaissances nécessaires pour dire que non, ça passe pas. Il y a au moins la chance d'avoir justement la certification TCAP. C'est quoi cette certification-là? Qu'est-ce que ça permet de s'assurer? Ben, en fait, le TCAP, il y a un programme qui est théorique, il y a un programme qui est pratique aussi, parce qu'il faut vraiment le mettre en pratique, c'est différent que juste de l'entendre. Et la certification TCAP, les gens doivent faire évidemment la formation théorique et pratique, et il y a même un examen pour être certifié, pour s'assurer que les gens ont vraiment pris les bonnes connaissances, pour s'assurer qu'ils font vraiment le bon travail. On se doit justement de faire passer des tests pour valider si vraiment la certification TCAP, les gens sont prêts à ça. Donc, c'est le processus est ça pour faire en sorte qu'éventuellement, il y ait vraiment la bonne connaissance pour la bonne lecture, comme que tu dis.
parce que les propriétaires ne le savent pas. Et s'ils se font dire par des soi-disant professionnels que c'est normal de contentionner, ils vont penser que c'est ça. Ils ont simplement pas la connaissance. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Les propriétaires de chiens, je trouve qu'ils sont mal outillés. On ne devrait pas laisser partir des gens avec des êtres vivants sans avoir un minimum de connaissances. Puis, ça, c'est une autre chose qui est culturelle. Ça s'est toujours fait comme ça. Donc, on est habitué puis on répète. Changer les habitudes. Oui, fait qu'au niveau de l'éducation, au niveau de... Le chien a tout à apprendre. Le toilettage y compris. Puis, en tant que toiletteur, c'est... qui a appris d'une certaine façon, ça demande du courage et des efforts pour pouvoir faire des changements, mais c'est possible. C'est possible. C'est un choc des valeurs, c'est un choc de ce qu'on a pensé être certaines vérités lorsqu'on réalise que finalement, non, on n'a pas besoin de dominer l'animal. Non, l'animal peut être fait autrement. Puis lorsqu'on réalise que, mon Dieu, on a peut-être forcé pendant des années, puis on leur a causé du tort. C'est très dur pour l'ego. C'est dur aussi pour la conscience. Par contre, c'est possible de changer. C'est possible, puis on est là pour les aider. Ouais. On leur tient la main, puis ils ont le droit là, d'avoir des hauts puis des bas, puis toutes sortes de questionnements à travers ce passage-là. Puis c'est pour ça qu'on demande aux étudiants de faire aussi leur zoocosmétologie, qui est toute la portion biologique du mammifère et des chats et des chiens, qui leur permet de comprendre qu'est-ce qui se passe corporellement parlant au niveau des organes, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la pousse de poils, en fonction de la saison, de la température, de si le chien s'est fait raser ou pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec les cellules de la peau à ce moment-là lorsqu'on rase un chien? Est-ce que le renouvellement cellulaire est le même? Est-ce qu'il y a des changements qui se produisent? Quand on rase le chien, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que ça a comme... Est-ce qu'il tombe en détresse biologique? S'il tombe en détresse biologique dans certains moments, qu'est-ce qui peut se passer? Fait qu'on va voir en dessous qu'est-ce qui se passe dans le corps. Fait que ça aussi, c'est important. Ça fait partie du bien-être. Ah, c'est vraiment génial. Puis on voit que c'est pas juste, justement, de la coupe de poils ou de l'esthétique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va vraiment à amener un meilleur bien-être pour l'animal. Faire de la prévention également au niveau de la sécurité, de la dangerosité. Ton exemple est parfait où est-ce que on aurait pu faire quelque chose avec ce chien-là si on avait bien intervenu dès le départ. Comme ça, si on avait fait une approche en toilettage comportemental. Alors, ça assure également la sécurité du public, le fait d'avoir des bonnes interventions comme ça. Alors, c'est beaucoup plus important que simplement de l'esthétisme comme ça en toilettage. En fait, le chien, si on répond à ses besoins, il ne développe pas de problème de comportement. Et voilà, effectivement, avec une bonne base comme ça va bien. Et si vous avez un petit mot pour la fin, pour conclure, qu'est-ce que vous voulez que les personnes se souviennent par rapport au toilettage comportemental? C'est quoi qui est important de garder en tête par rapport à tout ça? Ben, en fait, moi, j'aurais envie de dire, ce qui est important, c'est d'essayer d'être très empathique avec son chien, s'informer sur la lecture corporelle. Ça va au-delà de ça. Il y a la lecture corporelle, il y a les mouvements, les positions, puis tout ça, mais aller chercher de l'information pour bien lire le chien, pour mieux comprendre où est-ce qu'il en est émotivement, pour pouvoir être en mesure de respecter ses limites, en fait. Excellent. Merci beaucoup. Tu avais quelque chose à rajouter? J'encouragerais les clients à faire rechercher des toiletteurs qui sont certifiés, d'aller sur le site de L'Or au Poil pour aller voir la section certifiée. Donc, on a des toiletteurs qui sont certifiés TCAP, puis on a des éducateurs canins, des gens spécialistes en comportement animal qui sont certifiés ESAP. Donc, à qui nous avons enseigné le toilettage, mais tous les soins d'hygiène de base essentiels. Donc, avec le bien-être biologique. Donc, eux sont déjà éducateurs, ont l'habitude de faire de la désensibilisation systématique, du conditionnement et tout ça.
Puis, ben, on leur montre les positions, les bonnes choses à désensibiliser. Donc, c'est quoi les requis, en fait? La bonne position du chien, la bonne position... Tout ça fait qu'eux aussi peuvent les aider. Donc, avoir recours. Et sinon, ben, apprendre à faire, à venir eux-mêmes avec leur chien pour faire du ESAP aussi. On peut leur montrer. S'ils font le cours, le TCAP 1, ils peuvent suivre avec leur propre chien pour apprendre à faire des manipulations. Les particuliers. Pour les particuliers, pour justement voir à l'hygiène de leur chien. Okay, ça, c'est vraiment génial comme ça. Le SAP est intéressant pour les éducateurs canins parce que c'est les premiers à voir le chiot. Donc, ils peuvent déjà commencer à mettre en place de la désensibilisation et référer au TCAP. Fait que c'est une continuité pour le bien-être du chien. Puis j'aurais envie de dire aussi, en mot de la fin, là, par rapport aux toiletteurs, ceux et celles qui sont intéressés, on croque pas personne. On est gentil s'ils sont ouverts, s'ils ont des questions, si ça les intrigue, on est là pour les aider, puis s'ils sont intéressés, bien, on est là pour les former. Et même, il y a des entreprises, parfois, qui faisaient former leurs employés parce qu'ils veulent changer la philosophie de l'entreprise. Et on a même été là par après pour leur aider à mettre ça en place. Puis, on tient vraiment à ce que ça fonctionne. Oui. On ne donne pas de la formation pour donner de la formation. On veut qu'il y ait un changement pour le bien-être animal. Oui, exactement. C'est vraiment génial. Puis, c'est génial qu'on parle de bien-être animal parce que ça va être le sujet justement de notre prochain épisode de podcast. Alors, je vous remercie beaucoup à vous. Merci, et j'ai bien hâte qu'on puisse rediscuter de toutes ces choses-là qui sont vraiment très pertinentes. Et je pense que ça va amener beaucoup justement d'informations pour autant les toiletteurs que les tuteurs d'animaux qui en ont grandement besoin. Super. Merci à toi de l'invitation. Oui. Puis merci à toi pour les animaux. Parce que ça va faire en sorte qu'il va probablement avoir plus de gens qui vont faire du bien aux animaux. Exactement. Merci beaucoup. Exact.